Nous serons tous, un jour ou l'autre, l'aidant d'un proche en perte d'autonomie, du fait de l'âge, d'une maladie ou d'un handicap. En France, ce sont 12 millions de personnes, soit un adulte sur 3, qui chaque jour accompagnent une personne de l'entourage familial, un ami ou un voisin. Alors c'est quand même un retraité sur 3, un salarié sur 5, qui souvent et d'ailleurs n'est pas tout à fait conscient du poids physique et du poids psychique que cela représente. Ils font ça tout simplement parce que ça leur paraît normal, parce que c'est leur devoir d'aider, d'assister un parent, un conjoint, un enfant, et au risque bien évidemment de s'épuiser, de passer un peu à côté de leur vie, voire de craquer. Alors qui sont ces héros silencieux et fatigués? Comment conjuguer au mieux travail et aidance? Comment aimer et aider sans s'oublier? Quelle reconnaissance et soutien possible? Et vous entendrez le témoignage de Susanna Sabino. C'est la compagne depuis près de 20 ans de Philippe Croison, vous savez, cet aventurier qui a été amputé des 4 membres après une électrocution gravissime. Nous sommes également avec le docteur Hélène Rossineau, médecin de santé publique, grande spécialiste des aidants, auteur de Revivre malgré la douleur aux éditions Robert Laffont. Je suis Margot Defrouville, chef du service santé de BFM TV. À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin, consultant santé, BFM TV. Vous écoutez le podcast santé, le podcast qui prend soin de vous. Susanna Sabino, bonjour. Vous êtes devenue aidante en 2006 et vous le dites vous-même sans le savoir. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré Philippe sur un site de rencontre, de la manière la plus moderne à l'époque, et je ne connaissais pas du tout le monde du handicap, et donc je n'imaginais même pas que les personnes qui s'occupent d'une personne handicapée ou âgée ou malade portent un nom, puisque nous on le faisait par amour, donc je ne me suis pas du tout reconnue en tant qu'aidante tout de suite. En tout cas, le handicap ne vous a pas fait peur? Non, je ne savais pas du tout ce qu'était ce monde-là, je ne savais pas que ça allait entraîner, ça allait m'engloutir complètement. C'est vrai que c'est un monde qui n'est pas connu de tous, il faut vraiment qu'on soit concerné pour connaître. Et les difficultés que ça nous implique à nous, en fait, c'est qu'on va se fatiguer, on va s'oublier, on va avoir des tas de problèmes. Pour ma part, moi, j'oubliais plein de choses, alors qu'avant, j'oubliais personne. Et il a fallu que je m'organise différemment dans ma vie, sachant que déjà, j'avais 3 enfants en bas âge. Alors Hélène Rossineau, là on parle d'aidant comme si c'était une évidence, mais on peut imaginer quand même qu'il y a 19 ans, enfin une vingtaine d'années, ce terme n'avait pas, on ne savait pas qui c'était, on employait, qu'est-ce qu'on disait d'ailleurs à l'époque? On ne disait rien On du disait tout. rien. On disait rien du tout. On On le disait vivait les individuellement et proches. basta. Exactement, exactement. Ça fait que à peine 10 ans qu'on utilise vraiment ce terme. Alors dans d'autres pays, ça fait 50 ans qu'on l'utilise. Mais chez nous, ça a mis du temps à arriver. Quand j'ai publié mon premier livre, Aidants invisibles, en 2019, la majorité de mes confrères et consoeurs même des journalistes et personnes à qui je parlais régulièrement me disaient: est-ce que vous pourriez nous redonner une définition du mot aidant, parce que on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc c'est très très On va récent. vous leur demander tout à l'heure d'ailleurs. Avec plaisir. Et Susanna, quand vous rencontrez Philippe, vous avez 38 ans, vous l'aviez dit, vous avez 3 enfants en bas âge, un boulot. Comment votre vie a été bouleversée pour vous adapter à celui de Philippe? Bon, en plus, j'ai pas le plus sage, hein. Franchement, c'est celui qui bouge le plus, je pense. Et, il a fallu s'adapter sur plein de choses. Alors, c'est là qu'on devient créatif, parce qu'on va trouver des choses, des moyens pour faciliter les transferts, pour faciliter la vie au quotidien. Parce qu'il faut lui faire sa toilette, sachant qu'il n'a pas de mains, qu'il n'a pas de bras. Donc, c'est moi qui deviens ses mains et ses bras. Donc, il faut penser d'abord à lui, ensuite à moi, et même mes enfants avant, plus moi après. Donc souvent, quand j'allais pas bien, il fallait quand même faire le job, parce que lui, il pouvait pas non plus rester en stand-by. Donc il faut faire le boulot, même si on est malade, même si on est fatigué, il faut quand même y aller. Et c'est ce que je dis, c'est vraiment un monde que j'ai connu que après avoir connu Philippe. On n'a pas ça dans notre vie au quotidien, nous, cette espèce de charge mentale. Alors bien sûr, on a la charge mentale des enfants, mais ça, c'est encore une autre charge mentale. Et c'est assez compliqué de gérer tout ça, de gérer sa vie d'aidante, de gérer sa vie de femme tous les jours, parce que souvent, le rôle de l'aidante, elle mange le rôle de la femme. Et dans notre couple, ça a posé certains problèmes quelquefois. Vous parlez de la charge mentale, vous vous êtes confié d'ailleurs dans un livre, Ma vie pour deux, aux éditions Artaud. Vous racontez la difficulté d'être à la fois aidante
et aimante, ça passe par quel exemple concret? Bah, concret, c'est que souvent, bah, je me prends plus pour son aidante. Alors ça va être, j'oublie mon rôle de femme. Bah, il y a ces choses qu'on fait en tant que femme pour l'être aimé que j'oubliais de faire. Et donc je devenais plus l'aidante. Donc c'était au jour le jour, c'est lui préparer ses repas, c'est l'habiller, c'est lui faire sa toilette. Et j'en oubliais moi d'être par exemple coquette, de penser à faire des sorties entre nous deux, voilà des choses comme ça, parce qu'on était vraiment mangés par le temps. Et ça nous a pesé énormément sur le couple. D'ailleurs, on a failli craquer quand même 2 fois. Et ça a été assez compliqué, oui. Alors, Hélène Dancino, revenons justement sur cette notion d'aidant et d'aider, en quelque sorte. D'abord, définition de l'aidant et qui sont les aidés? Alors, les aidants, c'est tout simple. Ce sont les personnes qui s'occupent d'un proche malade, âgé ou handicapé. Ils peuvent être mineurs, parce qu'il y a quand même près d'1 million de jeunes aidants en France. Ils peuvent être étudiants, ils peuvent être retraités. On peut avoir des aidants qui sont extrêmement âgés et qui s'occupent de leurs enfants. Moi, j'ai vu des aidants qui avaient 90, 95 ans, qui avaient récupéré chez eux des enfants de 60, 70, qui avaient un cancer, par exemple. Donc, toutes les configurations existent. Il s'agit juste d'aider quelqu'un au quotidien. Et qui sont les aidés? Bah, tous les patients, autant des personnes âgées que des enfants, des personnes atteintes de handicap, que ce soit psychique ou physique, des personnes atteintes de maladies chroniques, de maladies douloureuses, des personnes qui vieillissent, tout simplement. Toutes les configurations existent. C'est pour ça que quand on parle de 11, 12, 15 millions d'aidants, c'est surtout 11, 12, 15 millions de cas particuliers. Et très féminin aussi, le rôle d'aidant? Alors, pas tant que ça. Quand on regarde les chiffres, la moyenne, elle est à 58% de femmes. Donc, on pourrait s'attendre techniquement à plus de femmes. Là où est le biais, c'est que plus la charge est lourde et plus on trouve de femmes. Donc, en moyenne, sur nos 10-15 millions d'aidants, on est quasiment à égalité, mais plus les cas sont lourds et plus les aidants sont des aidantes. Il y a une étude récente au Way qui montre que quasiment 9 aidants sur 10 estiment que ce rôle donne du sens à leur vie. Est-ce que c'est votre cas, Susanna? Alors bien sûr, on apprend plein de choses. C'est des actes qu'on fait par amour, donc pour son enfant, pour son parent, on le fait toujours vraiment, vraiment avec beaucoup d'amour. Mais c'est vrai que derrière, il y a beaucoup d'épuisement. Et ce que ça nous apporte, oui, parce qu'on aime le faire et ça nous fait du bien. Mais après, c'est qu'on risque de le payer. D'ailleurs, justement, dans cette même étude, 42% des personnes interrogées disent bah, ça nuit à notre santé mentale, 40% à la santé physique. Donc, c'est les deux composantes qui sont altérées, d'autant plus, bien sûr, que l'aider est proche. Alors, on va poser la question à toutes les deux. Hélène Dancino, ça correspond en fait à un parcours d'épuisement? Oui, alors ça correspond sur la santé psychique à de l'anxiété, parfois à de la dépression, et puis sur la santé physique, à des troubles du sommeil, qui vont d'ailleurs avec l'anxiété, avec ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, les problèmes de dos, les cervicales, les lombaires, les hernies discales. Si vous avez déjà essayé de soulever quelqu'un régulièrement du lit et de le mettre au fauteuil, bah, vous savez que si vous n'avez pas les bons gestes, immédiatement, vous risquez de faire sauter un disque et de vous faire mal. Donc, forcément, ça pèse sur la santé mentale et physique, et toute cette fatigue s'accumule et elle peut mener jusqu'à un épuisement, voire même jusqu'à un burn-out, qui n'est pas la même chose qu'un épuisement. C'est plus loin, le burn-out. Susanna, vous avez dit on a craqué, j'ai failli craquer 2 fois ou j'ai craqué 2 fois? J'ai craqué 2 fois. Alors moi, je trouve toujours des solutions. C'est-à-dire à un moment de notre vie, ça n'allait plus du tout parce que bah, le rôle de l'aidante, justement, était très pesant. Et j'avais décidé à ce moment-là, pour me faire du bien, de tout plaquer et de partir sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc c'est sur le chemin du Portugal, j'avais fait Fatima, Saint-Jacques-de-Compostelle, donc ce qui m'a éloignée un petit peu 3 semaines. Et ça m'a aidé à me recentrer sur moi, à m'écouter et à me faire du bien parce que bah, j'en avais besoin. Je m'étais perdue dans mes rôles à côté de Philippe, je ne savais plus qui j'étais. Donc il fallait qu'à un moment donné, bah, je prenne un petit peu de recul. C'est ça la bonne solution, Hélène Dancino, de se dire il y a un moment où vraiment je suis en train de craquer, je passe à côté de ma vie, on l'évoquait tout à l'heure. D'ailleurs, dans l'enquête de Pinot Noir, il y avait 66% des personnes qui avaient le sentiment d'avoir, non pas perdu, mais avoir 2-3 ans, en fin de compte, où ils n'avaient pas vécu leur vie. Comment on arrive à cumuler Est-ce qu'il faut, il y a un moment, est-ce qu'il faut échapper, comme l'a dit Susanna?
Ça dépend des situations. Si vous n'êtes pas très loin d'exploser, effectivement, trouver un moyen et un moment de réussir à s'échapper, c'est une bonne idée. Mais si c'est pour revenir dans une situation qui est exactement la même, ça va juste vous donner une petite bouffée d'air frais et vous allez y replonger directement. Il y a un moment où c'est important de prendre un peu de recul sur la situation, de parler avec la personne qu'on accompagne aussi. Parce que bien souvent, on n'ose pas forcément en communiquer parce que on n'ose pas se plaindre. La personne est dans une situation qu'on imagine pire que la nôtre. On se dit qu'elle n'est pas forcément capable d'entendre aussi ce qu'on va lui dire. Mais c'est important, ce sont des relations d'amour, parents, enfants, conjoints. Si on ne peut pas communiquer, ce n'est pas des vraies relations, ce n'est pas une vraie intimité. Donc il faut pouvoir dire la vérité et si besoin, faire intervenir des professionnels pour ne pas avoir à tout porter. Après, le système n'est pas parfait, il n'y a pas toujours de professionnels qui sont capables d'aider, qui sont disponibles, mais il y a des plateformes de répit qui existent. Il y a un congé proche aidant qui est très loin d'être parfait, mais qui peut être fragmenté petit bout par petit bout sur une période particulièrement difficile quand on cumule travail et aide. Donc l'idéal, c'est bien sûr, si on a besoin d'une bouffée d'air frais, on la prend, mais surtout, on essaye ensemble, à deux, avec la personne qu'on accompagne, de trouver des solutions pour que ça tienne sur le long terme. Parce que sinon, c'est clair que les relations explosent. Vous avez évoqué quelques dispositifs. On peut les détailler? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Est-ce qu'on a fait des progrès en la matière? Ah bah ça, alors ça va aller vite parce que celui que j'ai exposé, c'est le seul qui existe vraiment. Voilà. On a fait de petits progrès puisque ce congé proche aidant existe maintenant, mais il est extrêmement limité puisque aujourd'hui, on ne peut avoir accès au congé proche aidant et à son indemnisation que si on aide une personne âgée ou une personne atteinte d'un handicap avec un taux d'invalidité de plus de 80%. Donc, on est en octobre. Donc, si on prend Octobre Rose et le cancer du sein, vous êtes l'époux d'une patiente qui a moins de 60 ans et qui a un cancer du sein, qui n'a pas besoin de dossier de handicap. Aujourd'hui, la loi ne vous reconnaît pas comme aidant. Vous n'avez pas accès au congé proche aidant alors que vous en auriez très clairement besoin. Donc, les progrès seront faits quand on reconnaîtra les aidants de personnes malades chroniques au milieu, qu'on les définira dans la loi correctement et qu'ensuite on ira plus loin dans les aides. Parce que très sincèrement, le congé proche aidant, c'est 3 mois dans la vie, dans la carrière d'un salarié. S'il aide une autre personne, il pourra avoir 3 autres mois, mais il y a intérêt à bien viser quand même. 3 mois, c'est quand même extrêmement court. Qu'est-ce qu'on fait comme démarche par rapport à l'employeur si on veut essayer d'aménager son temps? Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu dans la loi ou dans le fonctionnement d'une entreprise? Alors, à part le congé proche aidant, on peut parler à son employeur, mais il y a très peu d'aidants qui osent parler à leurs employeurs. On est à moins de 25% de personnes qui parlent parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés, d'être regardés de travers, de perdre le dossier sur lequel ils sont en train de travailler, voire même de perdre leur emploi. Et très honnêtement, ils ont raison. Dans beaucoup d'entreprises, la culture n'est pas bienveillante du tout. C'est les mêmes préjugés face aux aidants aujourd'hui que ceux qu'on avait vis-à-vis des femmes il y a 20 ou 25 ans, quand on disait que les femmes ne pouvaient pas cumuler un travail et le fait d'avoir des enfants. J'ai l'impression que maintenant qu'on a réalisé que ça n'avait absolument aucun sens, on a trouvé autre chose à reprocher aux gens. Il y a d'autres membres de la famille dont on peut s'occuper qui pourraient peser sur les femmes en particulier et donc sur leur capacité à cumuler avec un emploi et que donc on retrouve les mêmes préjugés qui n'ont toujours aucun sens. Donc parler au RH, oui. Parler au manager, oui. Sensibiliser, par pitié, si vous êtes chef d'entreprise et que vous écoutez cette émission, sensibiliser à l'intérieur vos managers et vos RH, parce que si les aidants parlent et qu'ils sont mal reçus, qui ne sont pas compris, ils ne parleront plus jamais. Donc, d'abord, avant d'encourager les aidants à parler, j'ai tendance à encourager les entreprises à faire changer leur culture interne. Susanna, qu'est-ce que vous faites comme métier et comment vous avez réussi à cumuler ce métier et votre rôle d'aidante? Alors aujourd'hui, je suis la secrétaire de Philippe parce que lui, comme il est conférencier, il a besoin d'avoir une secrétaire, donc c'est beaucoup plus léger qu'avant. Quand j'ai connu Philippe, j'étais soigneuse de chèvres, donc c'était assez physique. Et j'en avais donc un petit peu rajouté un peu plus en connaissant Philippe, parce que c'est vrai que quand on a une personne en fauteuil, on manipule beaucoup d'objets assez lourds quand même. Donc c'était une période de ma vie où ça a été quand même assez très lourde. Maintenant, ça va mieux parce qu'on a su se parler justement et essayer de trouver des moyens pour alléger un petit peu ce côté aidant. Donc, et rester plus l'aimante que l'aidant. Comment ça marche au quotidien? Vous savez, voilà, vous avez des moments où vous vous absentez, vous faites vos choses à vous. Comment ça marche au quotidien? Alors moi, au quotidien, Philippe peut rester tout seul, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens qui sont malades et
dont ils ont besoin d'une présence de 24 heures sur 7 jours sur 7, quoi. Et moi, ça va parce que Philippe peut se déplacer, il peut être tout seul, donc je peux aussi vaquer à mes occupations. Mais ce n'est pas le cas de tous les aidants. Il y a des aidants qui sont vraiment toute la journée avec leurs proches pour les surveiller, pour s'occuper d'eux, pour faire les démarches administratives, pour faire les courses, etc. Donc, je ne suis pas la plus mal lotie en tant qu'aidante, mais je pense à tous ceux qui eux, ont une aidance beaucoup plus lourde que la mienne. Hélène, ça fait de nombreuses années que vous vous consacrez en fin de compte aux aidants. Aujourd'hui, quel serait votre axe prioritaire de bataille? Si demain on vous dit, voilà, vous pouvez faire quelque chose, vous feriez quoi en premier? La reconnaissance des aidants de malades chroniques. Parce que comme je vous l'ai dit un peu avant, ce sont des millions d'aidants qui n'existent nulle part, pas dans les textes de loi, pas dans la société. Aujourd'hui, les maladies chroniques, en particulier les maladies douloureuses, explosent. Que ce soit l'endométriose, que ce soit les cancers, que ce soit les spondylarthrites ankylosantes, la maladie de Crohn, il y en a des centaines différentes. On ne parle jamais de la douleur et les proches de personnes qui ont mal ne savent pas comment en parler. Ils finissent quasiment toujours par être à deux contre le reste du monde. Si on dit que les aidants sont invisibles, aider un parent ou aider quelqu'un avec un handicap, aujourd'hui, ça commence à être reconnu dans la société. Mais quand vous aidez quelqu'un qui a mal, vous avez à supporter sa douleur, parce que voir quelqu'un qu'on aime qui a mal au quotidien, c'est quand même extrêmement lourd, et personne ne vous comprend. Vous n'avez pas d'aide, vous n'avez personne qui vous écoute, dans la majorité des cas. Donc pour moi... C'est reconnaissance sociale, vous dites là. Toute. Une reconnaissance sociale, une reconnaissance législative. C'est aussi pour ça que j'ai écrit « Revivre malgré la douleur », parce que on ne peut pas laisser des millions d'aidants et de patients complètement sur le bord de la route, parce qu'on ne veut pas voir la douleur des gens. Quelqu'un qui a son épouse qui est atteinte d'endométriose et qui, plusieurs jours par mois, est au sol sur sa salle de bain tellement elle a mal à se tenir le ventre, qui ne sait pas quoi faire et qui, quand il va au travail, ne peut pas en parler parce que on va lui dire « c'est bon, elle a ses règles, elle a mal au ventre, c'est normal, c'est pas la fin du monde » ou « toi, tu peux pas te plaindre parce que tu es en forme ». La douleur, ça isole. Donc, j'ai envie de dire, tous les aidants sont invisibles, mais au milieu des invisibles, on a des encore moins visibles. Et je pense que c'est un axe vraiment prioritaire. Et vous, Susanna, quel serait votre message à faire passer? Qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer la situation des aidants? Le premier des messages, c'est déjà de se reconnaître en tant qu'aidant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aident, mais qui ne sont pas encore reconnues en tant qu'aidants. Et la seconde, c'est de faire avancer quand même les choses et de reconnaître les aidants afin qu'ils puissent avoir plus de droits. Parce qu'il n'y a pas, bien sûr, il y a beaucoup de structures qui sont mises en place, mais c'est pas encore évident parce qu'il faut remplir des tas de paperasses. Alors l'aidant est déjà fatigué dans son acte de tous les jours. S'il faut remplir en plus des tonnes de dossiers pour pouvoir avoir accès à un petit peu d'aide, ça démoralise, quoi. Donc c'est ça, hein, d'avoir une reconnaissance des aidants. De penser à leur retraite plus tard aussi, parce qu'on travaille toute la journée. C'est comme si quand on rentre du boulot, on engage une autre journée de boulot en rentrant à la maison. On travaille énormément, mais on ne cotise pas pour la retraite, puisque si on s'enlève de son travail, on ne peut plus cotiser. Et donc les retraites ne sont pas encore posées la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aidants, pour les aider au niveau des retraites. Et pareil pour la sécurité sociale, une fois qu'on arrête de travailler et qu'on ne cotise plus pour la sécurité, on n'a plus droit à des soins comme une personne qui travaille. Et ça, c'est très compliqué. Je trouve qu'on devrait au moins voir ces deux côtés. La sécurité et la caisse de retraite devraient se poser la question comment nous aider déjà aussi de ce côté-là. Susanna Sabino, merci beaucoup pour votre témoignage. Rappelons votre livre, écrit vraiment sans phare et sans détour, Ma vie pour deux, aux éditions Artaud. Merci à vous, Dr Hélène Rossineau, spécialiste de santé publique. On rappelle votre dernier livre, il est là, Revivre malgré la douleur, aux éditions Robert Laffont. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.